Bonjour, je m'appelle Jackie, je suis là pour mon interview avec Bienga Evans pour Femmes de valeur. Femmes de valeur, Actuellement, je suis chef de partie et seconde de cuisine. Et j'ai fait une reconversion parce que pendant près de 13 ans, j'étais plutôt enseignante. Donc j'étais enseignante en langue, français, anglais, espagnol. Et j'ai beaucoup exercé plutôt en Angleterre. Et quand je suis revenue en France, c'est par rapport au fait qu'on m'avait découvert à l'âge de 32 ans un cancer du sein du côté gauche. Alors, le cancer, il a été diagnostiqué parce que j'avais l'habitude en fait de faire de l'autopalpation toute seule. À l'époque, je ne savais même pas qu'on appelait ça autopalpation. Donc, je le faisais toujours devant le miroir. Et puis, un jour, j'ai constaté que j'avais une boule au niveau du mamelon gauche. Et je me suis dit, bon, ben, puisque le mois prochain, tu vas voir ta gynécologue, donc tu vas lui montrer. Et j'en avais parlé aussi à ma mère qui m'avait dit, écoute, je pense que c'est juste un kyste, c'est juste une petite boule de graisse. Et lorsque j'ai vu finalement le gynécologue, je suis partie en lui disant que j'ai une boule dans le sein, mais je pense que c'est un petit kyste. Elle m'a dit, bah écoutez, on va faire une échographie. Donc j'étais descendue faire l'échographie. À l'échographie, c'est avéré que le radiologue a voulu pousser qu'on puisse faire une mammographie. Et c'est à ce moment-là que euh, malheureusement, il me l'a annoncé comme ça. Il avait été pas très adroit, le pauvre. Bon. Il m'a juste dit, écoutez, je pense que c'est un cancer du sein. Et j'étais avec ma petite soeur ce jour-là. Nous étions dans le couloir. Et je me suis mise à rigoler. J'ai dit à ma petite soeur, je pense que le monsieur il doit être fou. Je ne pense pas que ce soit un cancer du sein. Et il a envoyé les examens chez la gynéco. Et la gynéco m'a reprise et elle m'a donné un rendez-vous à l'Institut Curie. À l'époque, j'ai suivi le protocole. Donc, j'ai eu les séances de chimio. J'ai eu la radiothérapie, mais je n'avais pas eu l'ablation du sein. Donc, ce qui fait que après même hormonothérapie, je n'y étais pas. Parce que je pense à l'époque, quand même, le médecin qui me suivait, euh, il ils n'étaient pas trop sûrs sur quel traitement me mettre. Ils m'ont mis sur un traitement au début qui était assez violent parce que j'étais jeune. Et puis après, lorsqu'ils se sont dit que la boule elle a disparu, ils ont dit que bon voilà, on n'a pas fait de chirurgie. Mais malheureusement pour moi, 3 ans après, j'ai fait une récidive sur le même sein. Et à ce moment-là, j'ai eu à faire tout le protocole. Donc, j'ai refait la chimiothérapie, j'ai fait la chirurgie, la mastectomie, et après, j'ai eu la radiothérapie, et après, j'ai fait 5 ans d'hormonothérapie. Et au vu de tout ce qui se passait, le médecin a prolongé l'hormonothérapie, en fait, puisque les études montrent que c'est au bout de 10 ans, apparemment, que c'est beaucoup plus réceptif. Donc voilà. Alors, le premier outil que je pense que j'ai eu, c'était à la fin des traitements. J'ai pu intégrer le groupe de la Maison Rosa. Et je l'avais découvert simplement parce que je me souviens à l'époque, après la chirurgie, j'ai eu des douleurs neuropathiques pendant près de 6 mois et on ne savait pas ce que c'était. J'avais terriblement mal et je n'arrivais même plus à rester au salon pour être sociale parce que je me levais, j'avais mal, je me couchais et on m'avait juste donné des calmants qui, à un moment donné, j'avais l'impression que ça m'assommait. Donc je dormais un tout petit peu, mais c'était juste ça. Et je me souviens, je marchais dans les rues du 13e ce jour-là et je pleurais parce que j'étais vraiment désespérée. Je me disais, je suis en train de perdre l'usage de mon bras gauche. Est-ce que je vais continuer comme ça? Mais si je suis dans cet état, je suis sûre qu'il y a certaines femmes aussi qui doivent vivre la même chose. Et lorsque je suis rentrée, je me suis dit, bon, écoute, il faut que tu cherches. Donc j'ai commencé à chercher.
Je suis partie sur Internet, j'ai commencé à taper cancer du sein, les soins. Je ne savais pas ce que c'était que les soins de support. Parce que malheureusement, c'est maintenant que les soins de support sont présentés à des femmes juste après le protocole. Mais à l'époque, je parle de, bon, pas si longtemps que ça quand même, on parle de 2017, les médecins ne propageaient pas tellement les soins de support. C'est les femmes qui se retrouvaient livrées à elles-mêmes pour pouvoir trouver comment est-ce qu'elles peuvent avoir une qualité de vie qui puisse être encore acceptable. Et c'est comme ça que je suis tombée sur la Maison Rose. Et j'ai fait mes premiers pas avec eux. J'ai passé 2 ans avec elles. C'est comme ça que j'ai appris à revivre, à accepter déjà mon corps, accepter ce qui et à comprendre exactement ce qui se passait exactement dans mon corps et ce qu'il fallait faire pour pouvoir surmonter la pente. Mais j'ai eu aussi beaucoup d'amour autour de moi parce que j'ai eu des aidants qui ont été fantastiques avec moi, notamment ma famille. Ils ont toujours été là. Ma petite soeur, c'est mon petit ange gardien. Et mes neveux, ils ont toujours été là. Et je pense que cet amour aussi m'a appris à pouvoir m'accrocher. Parce que là, on parle vraiment de pouvoir s'accrocher pour pouvoir continuer à faire quelque chose. Et c'est de là qu'est venue aussi au fur et à mesure l'acceptation de soi, le plaisir d'être ensemble, de se dire que oui, j'ai un sein, mais le sein ne me définit pas comme une femme. Je suis une femme à part entière. J'ai le droit j'ai droit à l'amour encore et que je dois me battre parce que au-delà de tout ce qui s'est passé tout autour, j'ai ce droit. Surtout que la maladie a beaucoup affecté ma féminité. Je l'ai eu, j'étais très jeune. On a fait une préservation de mes ovocytes que je ne peux malheureusement pas utiliser jusqu'à présent. Et c'était quelque chose que, bon, jusqu'à présent, mon oncologue, il sait que c'est quelque chose qui me turlupine un peu. Mais bon, j'ai appris à monter. Comme je dis, c'est l'amour. Après, j'ai rencontré aussi Amazon Paris, qui est un flot de femmes magnifiques. Et on est vraiment une famille. On se dit tous nos bobos. On pleure ensemble, on rit ensemble. Et puis, on apprend en fait à s'accrocher les unes avec les autres et s'encourager, se souvenir que nous sommes des femmes, nous sommes belles et se redire aussi que voilà, lorsqu'on a stabilisé un peu ce côté psychologique, il faut avancer, d'où ma reconversion. Donc je suis quittée totalement de l'enseignement pour la cuisine. Je suis repartie à l'école, j'ai fait un CAP de cuisine et je l'ai réussi, hein. J'ai réussi avec 18 de moyenne, s'il vous plaît. Et je n'y croyais pas moi-même tellement c'était difficile parfois. On commençait à 6 ans, on finissait à 18 heures. C'était complètement différent, mais ça m'a permis de m'accrocher et de revenir dans la vie active. Et surtout, j'ai un projet que j'aimerais vraiment faire participer les femmes au travers de la cuisine, de reprendre plaisir en fait à la vie. Et en France, en Europe, je dirais, mais beaucoup plus en France, hein, pas en Europe, nous sommes vraiment gâtés parce que, quoique c'est difficile, mais nous avons quand même des sons. Donc, ce que je souhaiterais faire, c'est un projet un peu associatif de pouvoir le faire en Afrique. Parce que, par exemple, en Afrique, on n'a pas de moyens. Les pauvres n'ont pas de moyens. Même la simple prothèse, elles n'ont pas. Même au niveau, les plus petites choses, même, elles n'ont pas. Les vernis. Donc, je travaille avec certaines associations au Cameroun, qui est mon pays d'origine, où je collecte parfois des prothèses des copines qui ont fait des opérations et qui n'en ont plus besoin. Et puis moi, j'envoie, on peut en donner. Et on achète aussi, on fait souvent des collectes de fonds. On achète des vernis, par exemple, pour les aider pendant les chimios, pour qu'elles ne puissent pas perdre leurs ongles. On prend aussi des crèmes, parce qu'il faut savoir que le protocole change totalement la vie. Quand on dit vraiment que les cellules meurent et puis elles se renouvellent, on se retrouve avec la peau très sèche, par exemple. La plupart des femmes ont fait toutes des cures à d'eau thermale, justement pour reprendre la souplesse de la peau. Et les crèmes qu'on nous donne pour que
la peau redevienne aussi souple parce que ça sèche énorme. On est vraiment peau très 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 sèche. Hein. Et qui va sécherait, je vous évite, je vous épargne les détails, ça va partout. C'est quelque chose en fait qu'on essaie de mettre en place, mais en Afrique, malgré qu'on ait beaucoup de produits, les pauvres, elles ne sont pas suffisamment éduquées ou sensibilisées par rapport à ça. Donc, mon projet, en effet, c'est de pouvoir, à un moment donné, à long terme, pouvoir aider aussi dans ce sens-là, en Afrique. Alors, Amazon Paris, ça a commencé comme une association, mais maintenant, elles sont comme une fédération. Voilà, elles sont une fédération ultramarine. Donc, c'est vraiment les pays, oui, si je peux dire, les régions d'outre-mer, où elles se sont mises ensemble, en fait, pour pouvoir aider les consoeurs. Donc, avec Amazon Paris, dans les dom-toms, ils sont aussi dépourvus qu'en Afrique au niveau des soins. Donc, elles ont besoin de venir en métropole pour pouvoir avoir de bons et de meilleurs soins. Donc, Amazon Paris, ce qu'on fait, c'est, on a différents départements. On a par exemple le département Cocoon qui nous permet, on a 6 appartements où on peut accueillir des femmes pour qu'elles puissent venir pour faire leur protocole de soins. Au niveau du loyer, je ne suis pas très familière, mais je pense que c'est moitié-moitié. On donne ce coup de main-là. On les assiste administrativement aussi au niveau de l'hôpital parfois. On fait aussi des paniers repas qu'on va offrir aux dames. Pas que celles qui sont malades. Dans l'association, en fait, on a ce système d'entraide où quand ça va mal, parce qu'on va dire que le pouvoir d'achat est bas pour tout le monde, encore plus chez les femmes qui souffrent de la maladie, c'est très précaire. Donc, on fait des paniers repas qu'on envoie chaque mois. On a aussi un département qui fait les coussins cœur que l'on offre en fait par exemple aux hôpitaux. Pour les coussins cœur, c'est des coussins en forme de cœur que l'on met sous les selles lorsqu'on a été opéré. Donc ça permet que le bras puisse pas être de cette position en fait contrit parce qu'il faut que la lymphe reprenne le cheminement normal. Et ça allège aussi pour la douleur. Et cœur aussi, c'est une forme d'amour, donc on soutient aussi comme ça. Et on a aussi différents événements où on sensibilise énormément les femmes. Par exemple, dans les dom-toms, elles ont ce qu'on appelle déjà un nid. Donc c'est un lieu qu'elles ont où les femmes peuvent venir se ressourcer. Elles ont des ateliers, échanger. À savoir que la meilleure personne qui vous traite, ce n'est pas les soins de support, c'est une femme qui a vécu la même chose que vous, qui est capable de vous dire par exemple que bon, cette douleur peut-être je l'avais eue, mais j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Parce que les médecins, j'ai appris à ne pas leur en vouloir, comme on se dit toutes, ils traitent. Mais après le traitement, ce n'est plus de leur ressort. C'est d'autres personnes qui doivent prendre le relais, mais malheureusement aussi, c'est des frais. Donc parfois, on n'a pas suffisamment de finances pour pouvoir le faire. Donc dans nos ateliers, on va proposer de la nutrition, un atelier de nutrition. On va proposer par exemple des relaxations, des bols tibétains pour celles qui aiment bien tout ça, du yoga, de la marche, un peu comme aussi un échange de paroles, mais là c'est sur notre site, pas sur le site, c'est sur la plateforme WhatsApp. Quel que soit le problème que tu as, tu déverses là, il y en a au moins une qui va te répondre et qui va te soulager. Donc c'est vraiment notre cocon, comme elle le dit si bien, on le dit si bien. On ne s'appelle pas Amazon, on s'appelle des amasseurs. Et on a des colibris, donc qui sont les aidants, qui sont là, qui nous donnent des coups de main. Et on peut s'appeler à n'importe quelle heure. Il y a toujours une oreille qui sera attentive de toute façon. Et c'est plein d'amour. Et moi, je ne suis pas des dom-toms, mais j'ai appris un peu les mots créoles où on dit c'est l'amour, qui veut dire c'est l'amour. Donc, c'est notre life motif en fait. C'est vraiment l'amour
qui permet de monter, de surmonter ces épreuves. Sans amour, c'est compliqué. Si tu n'as pas des gens qui t'aiment autour de toi, et leur amour aussi te transforme, parce que tu ne prends pas que, tu ne reçois pas que, mais tu vas donner aussi. Et ce qui est magnifique, parce qu'en fait, c'est une chaîne qui ne se brise pas. Donc, au travers d'Amazon Paris, on a toutes ces activités, on a du culturel aussi. Par exemple, on organise des visites au musée. Tout ça, c'est toujours pour permettre aux femmes de pouvoir se rencontrer, de ne pas rester... on lutte contre l'isolement, en fait. Et puis, quand on n'entend pas trop l'une d'entre nous, on va se déplacer pour savoir pourquoi est-ce qu'on ne t'entend pas. Parfois, c'est compliqué, c'est très compliqué parfois. On apprend aussi le silence, ça veut dire qu'on écoute juste. Tu n'as rien à dire, tu écoutes. Et ça soulage énormément. Il n'y a vraiment pas de tabou entre nous, parce que on vit toutes la même chose, hein, quel que soit l'âge. On a des plus jeunes, on a des plus âgés, on a des familles, on a, voilà, à notre manière, on met toujours cette petite goutte d'eau qui va soulager, qui va apporter du réconfort, qui va aider. Et donc voilà, c'est vraiment notre petite famille, au-delà de notre famille même que nous avons, mais cette bulle-là, parce que dans la famille, notre famille de sang, on ne peut pas tout dire parfois, parce que on ne veut pas qu'ils soient tristes, on ne veut pas qu'ils soient inquiets, mais on ne peut pas aussi porter toute cette charge. Il faut qu'on puisse la déverser, il faut qu'on puisse échanger avec quelqu'un et voir par exemple des choses peut-être du point de vue d'une autre personne. C'est des choses comme ça qui m'ont aidé à surmonter cette épreuve et de me dire que bon, ben écoute, tu sais, dans la vie, on a toujours une seconde chance. Parfois, les gens ne réalisent pas leur seconde chance. Mais moi, je réalise ma seconde chance tous les jours. Parce que si le traitement et toutes ces personnes n'étaient pas là, peut-être j'aurais lâché prise depuis longtemps. Et on sait tous que c'est des grosses émotions qui causent beaucoup de dégâts parfois. Parce que notre corps est déjà fragilisé, physiquement, moralement, intellectuellement. On a cette sensation au début qu'on n'est plus femme. Parce qu'on a toutes grandi, les seins poussaient, on regardait. Moi, j'avais par exemple, je disais toujours à mes soeurs, à mes 50 ans, parce que je fais du bonnet B. À mes 50 ans, je vais aller faire du bonnet C. Et puis, le bonnet C est venu tout seul comme ça. Donc, c'est quelque chose en fait que j'en rigole parce que je ne me rendais pas compte que cette chirurgie était si grande. En fait, même pour les dames, moi quand je regarde les dames qui se font grossir les seins, je dis, vous ne savez pas sur quoi vous êtes en train de faire parce que c'est des kinés, c'est machin. Si on me demande d'aller faire grossir mes seins, non, je ne le ferai pas. Par exemple, moi j'ai fait le choix jusqu'à présent, peut-être ça peut changer, de ne pas faire de reconstruction mammaire. Parce que j'ai accepté la nouvelle femme que je suis avec une prothèse. J'ai pu acheter des sous-vêtements qui me plaisent. Je suis féminine avec ma prothèse. Si je ne dis pas à quelqu'un que voilà, je porte une prothèse, tu ne le sauras pas. Et je me dis, et même dans l'intimité, s'il y a un homme qui pense que parce que je n'ai pas de seins, je ne suis pas une femme, eh bien, c'est sa perte, c'est pas ma perte. Femme de valeur, de valeur, au grand cœur, de valeur. J'ai appris à m'accepter. Donc, ma question parfois c'est, est-ce que si je fais le deuxième sein, est-ce que je vais accepter encore cette femme? Parce que c'est reparti vers le kiné. C'est des douleurs qui renaissent. Moi, j'ai eu beaucoup de douleurs neuropathiques, comme j'ai dit. J'ai eu des soins très forts par rapport à ça. Lorsqu'on a finalement découvert, j'ai eu 2 ans de traitement pour que la douleur puisse partir. Et je suis chrétienne. Hein. Moi, c'est aussi, je dirais, la grâce de Dieu et ma foi que j'ai mis en Dieu qui me permet de surmonter ça. On a eu un magazine où on avait fait un sondage justement par rapport
aux personnes qui sont croyants et qui ne sont pas croyants au travers de la maladie. On s'est rendu compte aussi que celles qui croient ont un pourcentage de pouvoir plus s'élever. Bon, je ne peux pas expliquer pourquoi, mais moi je sais que c'est quelque chose qui me porte énormément, qui me donne beaucoup de force. Parce que je me dis toujours, aujourd'hui, peut-être ma journée n'était pas comme je voulais. Mais demain, je me souviens toujours du passage biblique qui dit, le Seigneur renouvelle ses bontés chaque jour. Les bontés, va les renouveler demain. Ce que je n'ai pas eu aujourd'hui, il va donner demain. J'ai aussi appris à ne plus m'inquiéter, à éviter tout ce qui peut être toxique. Des émotions très fortes, je m'en éloigne. Lorsque je vois que ça arrive, je préfère faire la taupe parce que c'est essentiel. Essentiel de ne pas se retrouver dans des émotions fortes. Et voilà, c'est comme ça que je peux dire que j'ai surmonté et que je continue de surmonter. Et la natation aussi, voilà. La natation, j'aime beaucoup la natation. Je ne savais pas nager, j'ai appris à nager. Et donc je fais la natation et j'ai mes petits-neveux. La première fois que j'ai été malade, mon petit-neveu, il avait 2 ans. Quand il m'a vu le crâne chauve, il ne m'avait jamais vu le crâne chauve. Et ce jour-là, il regarde sa maman et dit, maman, Tata a plus de cheveux. Et sa mère lui dit, oui, Tata, elle est malade. Il est monté sur le canapé, il m'a fait un gros bisou sur le crâne. Alors là, je n'ai plus jamais eu honte de marcher sans couvre-chef. Donc, pour moi, c'est... J'ai traversé et je continue de traverser. C'est l'amour, je reçois et je donne énormément. Alors, mes valeurs, comme j'ai dit, d'abord, c'est l'amour. Je suis une amoureuse. J'ai le droit. Je suis une amoureuse. Et puis, la résilience. Je n'abandonne pas. J'ai appris à ne pas abandonner, à ne pas baisser les bras. Même quand c'est compliqué, c'est dur, je peux me mettre, je vais pleurer. Mais après, je me dis, c'est parti, il est temps de te lever. On continue le chemin, on continue le combat. Surtout que je pense, j'ai eu cette conversation récemment avec une copine où je lui disais, tu sais, ce que je dirais, parfois certaines personnes ne le comprendront pas. Et je dirais que le fait d'avoir été malade a été salutaire pour moi. Pourquoi? Parce que à l'époque, j'étais très jeune, je gagnais très bien ma vie. J'avais beaucoup d'argent. Et je pense que si j'avais continué comme ça, l'arrogance serait entrée. Je ne serais pas la personne que je suis. Parce que quand je regarde certaines copines avec qui j'ai été, j'ai évolué, quand je les vois, je me dis, mon Dieu, tout ça pour ça en fait. On ne valorise pas en fait la valeur de la vie et la valeur de l'effort lorsque l'on a. J'ai fait de très bonnes études intellectuelles, rien à envier, mais au plus profond de moi, je ne pense pas que j'aurais été la personne que je suis aujourd'hui. Donc je pense que pour moi, vraiment, la résilience et l'humilité, on dit souvent, il ne faut pas dire que tu es humble, c'est les autres qui doivent dire que tu es humble. Mais accepter ma condition, parce que, incroyable, mais il y a des moments où il y a des gens qui ne me connaissaient pas, ou qui me connaissaient, qui quand ils ont appris que j'étais malade, c'était plus de la moquerie. Et je me souviens à un moment donné, ça me faisait mal. Après un jour, j'ai dit à ma petite soeur, en fait, est-ce qu'ils ont tort? Ils n'ont pas tort. J'ai eu le cancer. J'ai tout perdu. Et quand je dis j'ai tout perdu, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de maison. J'ai vécu avec ma petite soeur pendant près de 5 ans, dans la chambre de mon neveu. Je lui ai dit, mais je vais me fâcher, est-ce qu'ils ont tort? Ils n'ont pas tort, c'est la vérité. Mais de là, j'ai appris à me lever. Parce que je disais à ma petite soeur, au jour d'aujourd'hui, même un vélo, il n'y a pas un nom. Si je quitte cette terre, il n'y aura aucune trace. Et j'ai dit, Seigneur, je ne pense pas que tu m'aies créé pour ça. J'ai eu des blessures, mais j'ai appris, comme on va dire,
La chatte qui lèche son chaton allait lécher, allait cicatriser, à avancer. À me dire que c'était peut-être pas le moment. Mais c'est pour ça que je dis, pour moi, la résilience, c'est quelque chose qui me définit le plus. Après, ma foi, le Seigneur m'a montré encore, au travers de la vie qu'il m'accorde et de tout ce que je peux accomplir actuellement, qu'il est là. Malgré les bobos du corps, voilà, il renouvelle toujours mon corps. Comme je dis toujours, tu me donnes la force du buffle chaque matin. Donc quand je sors, je considère que je suis un buffle là-dehors. Donc voilà, c'est vraiment la résilience, l'amour, le partage et l'acceptation de soi aussi. Dire ça. Alors, mon dicton préféré est sur la couleur rose parce qu'on parle beaucoup du rose et je dis toujours à des copines que pour nous, le rose nous a été imposé. Le rose n'est pas un choix, ça nous a été imposé. Mais vous faites que le rose ne vous devienne en fait votre choix. Vous avez le choix de ne pas être dans cette couleur. Parce que nous, on vit la vie en rose tous les jours, hein, on va dire ça. On la vit tous les jours. Mais vous, pour sensibiliser les gens, c'est pour se dire que essayez, mesdames, de pouvoir toujours vous palper les seins, de ne rien prendre vraiment, de se dire que non, c'est pas grave, oh, j'irai le faire demain, oh non, oh, je dois amener l'enfant d'abord, non. Si vous n'êtes pas bien, l'enfant, il ne sera pas là. Donc, lorsqu'il y a quelque chose, il y a un constat que quelque chose qui se passe, parce que chez nous, les femmes, c'est ça aussi au niveau du sein, parfois ça se sent, parfois ça ne se sent pas, mais parfois on le ressent. Donc, s'il vous plaît, pour la sensibilisation, comme je dis, ne permettez pas que le rose devienne définitif pour vous. Vous avez toujours le choix et faites ce choix qu'il ne soit pas pour vous. Et au niveau de mes chansons, comme je dis, je n'ai pas de chanson. Moi, je marche simplement d'après ce qui se passe. Il y a des moments où je suis dans la joie et puis je vais avoir une louange. Des moments où je serai en train d'adorer parce que j'ai une situation difficile et puis ça vient comme ça dans la tête. Et je me mets tout simplement à chanter, à adorer mon Dieu. Moi, c'est ce que je fais le plus. Hein. C'est vraiment... ma musique, elle est chrétienne. Elle est chrétienne et voilà. Donc, c'est chaque instant qui est défini comme ça. Ou parfois même, je me réveille. Hein. Je ne sais pas si les gens ont cette grâce-là, mais je me réveille, j'ai un chant. Donc, je suis en train de chanter, puis je continue la journée comme ça, et puis je peux évoluer et avancer. Alors, déjà, ce que je dirais aux femmes, je commencerai par les jeunes filles. Parce que la jeune fille se dit souvent que non, ce n'est pas pour moi. La première fois que je regardais les femmes, j'étais à l'université à la Sorbonne, je marchais, je voyais des femmes, des blanches avec des couvre-chefs, des foulards. Et je suis rentrée, je disais toujours à ma mère, mais maman, je comprends pas. À mon école, là, les femmes blanches, là, elles aiment beaucoup les foulards. Je ne connaissais pas l'existence de l'Institut Curie, donc je ne savais pas qu'elles avaient la maladie. Et c'est quand j'ai été malade que j'ai compris pourquoi est-ce qu'elles avaient le foulard. Donc que les jeunes filles ne se disent pas que, oh non, ça ne peut pas arriver, si ça arrive. La plus jeune qui est décédée, elle avait 9 ans. Et c'était arrivé parce que ses seins étaient en train de pousser. Et pendant la boule que nous tout on a souvent, c'était déjà une tumeur. Donc de toujours se dire que c'est pas un passage pour les autres, ça arrive à tout le monde. Ça c'est pour les jeunes filles, nos enfants. Et nous les mamans aussi, enseignons aux enfants, rien n'est plus tabou au jour d'aujourd'hui. Les médias ont fait que tout devient. Enfin, tout peut être vu, tout peut être dit, ça dépend de la manière dont on le fait. Donc, que nous, les mamans, puissions avoir cette responsabilité lorsqu'on éduque nos filles, de leur dire qu'il y a cette maladie-là. Et puis, quand tu es en train de grandir, écoute, ma fille, il faut que tu touches toujours. S'il y a quelque chose, on part à l'hôpital. Maintenant, mes soeurs qui sont dans le protocole ou qui sont dans le doute, parce qu'on a cet instant, on doute, après on a cet instant de colère. Accepter. L'acceptation n'est pas facile et je sais de quoi je parle. On passe par la colère du pourquoi moi, pourquoi pas les autres, qu'est-ce qui s'est passé. Le problème n'est plus qu'est-ce qui s'est passé, le problème il est là. Le problème maintenant c'est comment je vais le résoudre, comment est-ce que je vais m'en sortir. Et il faut trouver comment s'en sortir, se rapprocher déjà du corps médical, ne pas avoir peur du corps médical. Ils ne sont pas là pour nous tuer, ils sont là pour nous aider. C'est des êtres humains. Ne pas écouter ce que l'on va dire, mais je dirais beaucoup plus nous les Africaines.
notre pharmacopée crée énormément de dégâts parce qu'on fait beaucoup confiance à notre pharmacopée d'abord. Quand c'est déjà là, la pharmacopée ne peut plus rien faire. Il faut partir à l'hôpital et se faire traiter. Et il faut être accompagné. Il faut être aussi patiente. Si les gens ne vous comprennent pas, et c'est normal, c'est logique, parce qu'ils ne vivent pas cette maladie. Et pour eux, parfois, ils ont une peur, il y a une crainte à l'intérieur. Donc, je dirais, sensibilisez-vous. Quand vous avez des moments de dépistage, n'hésitez pas, allez vous faire dépister. Et puis, dites-vous que voilà, la vie en rose, c'est pas un choix. Hein. Il faut tout faire pour que ce ne soit pas comme ça. Hein. C'est tout.